La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. La vie des idées, c'est, quoi qu'on en pense, une vie centrée sur le monde des livres, dans lesquels nous nous plongeons, que nous lisons, dont nous discutons, dont nous débattons et qui souvent peuvent changer la vie d'une personne ou d'une société. Et au cœur du monde des livres, on trouve la figure du libraire. Le métier de libraire m'a toujours fasciné. C'est lui qui longtemps a rendu possible la circulation des livres et des idées. Aujourd'hui, certains prédisent un triste destin à ce métier à cause du commerce en ligne. Il ne m'a jamais semblé aussi essentiel pourtant, surtout si nous parlons du libraire dans une librairie d'occasion, qui a un rôle particulier. Loin de tenir seulement sur ses rayons des nouveautés, il offre un monde, et plus exactement son monde. On y trouve évidemment des classiques consacrés, tout ce qu'on doit trouver dans une librairie, mais aussi des classiques négligés, ou des livres importants que l'histoire n'a pas retenus, mais que nous devrions redécouvrir. La librairie d'occasion, comme on dit, le libraire d'occasion, dis-je, comme on dit, est un gardien précieux de la culture. Et c'est pour mieux comprendre ce métier et ce qu'il représente que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bruno Lalonde, propriétaire de l'atelier librairie Le Livre Voyageur, longtemps raciné dans Côte-des-Neiges, mais qui vient de se déplacer vers le quartier Villeray. Avec lui et son épouse, Fabienne Roch, qui l'accompagne dans cette aventure. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. question première, tout simplement, pour simplement situer nos auditeurs. Le Livre Voyageur, c'était pendant près de 20 ans dans Côte-des-Neiges. Et c'était une librairie de livres usagés qui était ancrée dans Côte-des-Neiges depuis quelle année environ? 95. Depuis 1995. Et qui s'était développée dans le créneau, on pourrait dire, philosophie, sciences humaines, histoire et ainsi de suite. Ben, le Livre Voyageur a eu deux moments d'existence. La première, j'ai eu 2 librairies à Côte-des-Neiges. La première, plus générale, plus populaire. Et la deuxième, suite à un déménagement imprévu. Je me suis retrouvé près de l'Université de Montréal. Et là, il a fallu que je me spécialise dans le créneau universitaire sciences humaines. Et ça m'a... Curieusement, ça m'a quand même affecté un peu. J'aimais bien la proximité de la clientèle populaire. J'aimais bien être en phase avec les gens qui passent pas leur journée à lire Heidegger, par exemple. Oui, d'accord. Et là, cela dit, à partir de quel moment vous faites le virage vers sciences humaines, philosophie? 2000. À partir de ce déménagement-là, abrupt. Sur la rue Swell. Oui, alors sur la que rue vous étiez Swell. sur la Combe auparavant. Exactement. Alors là, donc la librairie sur ce créneau-là, et là, tout récemment, ces derniers mois, vous et votre conjointe, vous avez décidé de transformer la librairie, le Livre Voyageur, en atelier de création et librairie. Alors, je me tourne vers vous, Fabienne Roch. Quelle est la marque distinctive de cette librairie élargie, étendue? Quelle est la dimension atelier de création dans cette nouvelle librairie? Alors, c'est un atelier d'artiste, comme tous les ateliers, mais en plus, j'aimerais offrir des ateliers de peinture et d'écriture. Alors, vous allez dans la librairie, il va y avoir pour avoir eu le plaisir de la voir une première fois. Donc, tous les livres sont là, mais il y a aussi à l'arrière un atelier. Si je me trompe pas aussi, il y a la possibilité d'accueillir en pension, sur une base régulière, un écrivain ou un artiste qui veut terminer une œuvre, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, ça serait des résidences, d'auteurs francophones ou d'artistes en art visuel, qui pourrait ou finir une œuvre ou venir En fait, l'idée c'est de offrir ces ateliers. Donc les écrivains pourraient offrir des ateliers avec moi. Moi, je m'occuperai du côté art visuel, eux de l'écriture. Et les artistes en art visuel, ça pourrait être des ateliers d'art visuel. D'accord. Alors, la librairie, donc, devient, virtuellement, se présente finalement comme un centre culturel aujourd'hui. Quelques questions d'abord pour bien marquer enfin, vous me direz si je me trompe en croyant qu'il y a une distinction, il se peut que je me trompe. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les librairies de livres neufs consacrés. Donc, c'est-à-dire, on y retrouve tout ce qu'on est censé retrouver sur le marché du livre d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui distingue le métier est-ce que quelque chose distingue sur le fond des choses, le métier de libraire dans une librairie, appelons ça de livres neufs, et une librairie d'occasion? Et si oui, qu'est-ce qui est cette distinction-là sur le fond des choses? Bruno Lalonde. Ouais. Tout, en fait. Parce que, c'est vraiment 2 cultures d'entreprise. Les premiers libraires de livres neufs, eux, ils sont dans le courant. Ils proposent des choses, ils sont dans le vif de l'actualité. Les libraires d'occasion, nous, on est des mainteneurs. On retient ce qui a passé inaperçu, on met en lumière ce qui a été occulté, et souvent,
nous, on vend des choses qu'on sait qui ont passé le fil de l'histoire, qui ont passé le filtre du présent. C'est un peu curieux, j'aurais aimé rebondir sur l'atelier librairie, mais si vous permettez, Mathieu, bien sûr, j'y reviendrai. En fait, j'aimerais y revenir tout de suite. Mais revenez-y. D'accord. Parce que ce projet-là culturel, ce à quoi on aspire, c'est une place forte de la francophonie. Quand Fabienne évoque la possibilité qu'on offre une résidence, ça va durer peut-être 7-8 jours, en échange d'un texte qu'on ferait paraître dans un collectif qui paraîtrait annuellement et dont le titre est Chambre d'hôte. Chambre d'hôte. Ouais, Chambre d'hôte. 1, 2, 3. Et on souhaiterait ouvrir cette résidence-là à tous les écrivains de la francophonie. On aimerait là, que notre lieu soit un lieu de défense de l'expression de la langue française. Oui, d'ailleurs, si je me trompe pas, vous avez aussi l'idée d'en faire un lieu pour tenir des conférences, des événements culturels, des événements intellectuels, c'est-à-dire en faire dans une société qui accorde de moins en moins de place à la vie de l'esprit, en faire, appelons ça, un château fort de la vie intellectuelle dans une ville qui ne sait pas trop qu'en faire normalement. Absolument. Et l'idée, c'était que Fabienne et moi sommes devenus propriétaires, donc on peut se projeter dans un avenir assez long. Hein, on a contracté une hypothèque de 20 ans, donc on a l'intention de travailler les 20 prochaines années et on a l'intention de ne jamais prendre notre retraite. Ça, pour nous, c'est réglé. La question de la retraite, Fabienne étant artiste... Moi, c'est impossible pour moi. L'idée d'arrêter de travailler, c'est complètement... Ça serait mourir, quoi. Parce que, ou alors, il faudrait que je devienne aveugle et encore, je sais pas, je pense que je ferais de la sculpture. La retraite a un sens lorsque le travail est une corvée. Donc vous refusez l'idée de retraite, vous projetez dans l'avenir, vous voulez en faire un lieu de culture avec cette idée, donc si je comprends bien, avec à la fois le lieu de création et de résistance culturelle en trouvant toute une série d'ouvrages qui sinon sortent un peu de la circulation. Oui, ben ça, le métier de libraire, bon, comme je le fais depuis 25 ans à peu près, et je suis très formé par mes lecteurs aussi, par mes lecteurs, beau lapsus, par les gens qui fréquentent la librairie, c'est qu'ils me font part de leurs désirs, ils me font part de leur aspiration. Et là, moi, ça me forme parce que souvent, j'ai des amis qui fréquentent ma librairie et ils me mettent sur la piste d'auteurs. Et ça me donne moi-même le goût d'aller les lire, ces auteurs-là. C'est des auteurs oubliés, c'est des auteurs qu'on a mal lus, qu'on a mal compris en leur temps. Et le travail de libraire d'occasion et d'ancien, qui est celui de maintenir les choses, permet d'exhumer, de remettre à la surface ces auteurs-là. Et ça, pour moi, c'est un enchantement. Et pour ma part, bien souvent, les livres qui remportent des prix, je les lis pas. Ce qui veut pas dire que je vais pas les lire dans 10 ans. Comme j'ai des bons amis qui ont lu Les Bienveillantes. Oui. De Jonathan Littell. Ouais, et qui me pressent de le lire. Je suis convaincu que c'est un grand livre. Oui, vous donnez le temps. Vous êtes pas dans la culture de l'urgence par rapport au dernier livre paru. Non, la lecture, c'est un art de la lenteur, là. Je veux dire, pour moi, lire un livre rapidement, il faut vraiment qu'il soit très mauvais. Puis s'il est mauvais à ce point-là, on ne le lit pas. Bien sûr. Il y a trop de bons livres qui nous interpellent, qui nous attendent. Une vie n'y suffit pas, là. Alors, vous avez utilisé une notion qui me semble essentielle. Vous parlez de livres oubliés, quelquefois, mais qui ont néanmoins, parce que c'est le paradoxe, quelquefois, du libraire d'occasion, je crois, un livre qui a pu compter pendant quelque temps, un auteur qui a pu compter une période, qui est jamais devenu un classique, mais qui a néanmoins compté en son temps et qui a laissé une œuvre qui mérite d'être découverte, qui a traversé le temps. Alors, d'une certaine manière, on ne peut trouver ces œuvres qu'en entrant dans votre boutique ou tout le monde dans d'autres librairies d'occasion, c'est-à-dire avec un libraire qui dit cette chose-là doit survivre malgré tout, même si ça répond pas aux attentes commerciales du marché. Bien sûr, puis moi je sais que j'ai déposé sur mes rayonnages des auteurs qui à mes yeux étaient très importants et qui ont mis parfois plusieurs années à trouver leur acheteur. Par exemple, je suis très curieux. Stig Dagerman, un auteur suédois qui était désespéré par sa société,
tout n'est pas rose, évidemment, dans la société suédoise, comme on a pu le voir avec les ouvrages fort populaires comme Millennium, là. Lui s'est enlevé la vie de désespoir. C'est un styliste. C'est un écrivain très, très fin. J'imagine que les auteurs de Stig Dagerman à Montréal se comptent par une petite poignée. Mais pour moi, je jugeais ça important que ça se retrouve dans ma boutique. Un autre auteur que j'estime beaucoup, dont je parle le plus souvent que je peux, c'est Louis Calafert. Non, qui m'est pas inconnu, mais parle-nous un peu, juste. Il a écrit entre autres un livre, Septentrion, qui raconte ses tribulations d'autodidacte. Je pense qu'il a abandonné l'école à l'âge de 13 ans. Et tout son chemin pour finir par devenir un écrivain. Septentrion était un des derniers livres à avoir été condamné pour obscénité en France. Ah oui. Alors, c'est une écriture magistrale, et il a été en marge de tout Calafert. Là, il est mort depuis une vingtaine d'années, et il y a un lectorat amoureux qui s'est constitué autour de lui. Et moi, j'ai jugé que c'était important de le trouver sur mes rayonnages. Alors, question aux deux là-dessus, parce que vous en faites de l'expérience ensemble. Quel est le... Alors, on retrouve des gens au Renaud Bré, disons ça comme ça. Puis je le dis sans aucun mépris, je suis régulièrement dans les librairies, pour ça des livres neufs. Le Renaud Bré, j'ai beaucoup d'estime pour ça. Mais j'ai l'impression qu'on retrouve pas le même type, à tout le moins pas complètement le même type de clientèle qui fréquente votre boutique et ceux qui fréquentent, je sais pas trop, Renaud Bré ou Archambault et ainsi de suite. Quel est le profil particulier de l'acheteur ou du client dans une librairie de livres d'occasion? C'est un marginal. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un marginal. Le premier terme qui vous vient à l'esprit, c'est celui-là. Oui. Marginal en quoi? Dans sa formation, dans ses affinités, dans ses interrogations. Il est en dehors du courant. Ce qui veut pas dire qu'il va pas emprunter la voie maritime la plus large, là. Mais il va choisir les ruisseaux, il va choisir les rivières, il va choisir les canaux les moins empruntés. Parce que ces interrogations singulières font de lui un être à part. Alors, je connais beaucoup de librairies d'occasion à Montréal. J'aurais du bien à dire de la plupart, sinon de toutes. Mais la vôtre a quand même quelque chose de singulier. Vous me corrigerez si je me trompe. Et vous me direz aussi comment ça se développe dans l'esprit de l'atelier librairie dans les prochains temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a une communauté qui s'est créée autour de votre librairie. C'est-à-dire, il y a, oui, des lecteurs, il y a des acheteurs, il y a tout ce qu'il faut pour qu'un commerce fonctionne. Mais quand on entre dans votre boutique, il y a toujours il y a un club d'habitués qu'on va retrouver assez aisément. Il y a toute une série de gens qui gravitent autour de votre librairie comme si c'était d'une certaine manière leur université de substitution ou le club pour discuter qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Est-ce que je me trompe en parlant ici? C'est sûr, il y a un côté salonnard parfois à ma librairie. Boys Club, j'oserais dire même. Qui est intéressant. Mais je pense que toutes les librairies, au fond, peuvent être comme ça. Et il y a un choix commercial des propriétaires d'éviter ça. Bon. Ah oui. Donc, toute librairie a pour vocation à se transformer en salon de discussion. Vous le remarquez? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui caractérise ce type de discussion-là? Vous regardez ça, vous êtes la compagne du patron du Boys Club. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là-dedans? Ça tient beaucoup à Bruno, ça c'est certain. Mais aussi au fait que il n'y a pas beaucoup d'employés où les gens qui travaillent sont toujours les mêmes. Donc, il y a comme quelque chose de connu. C'est, je crois, rassurant. Il n'y a pas, dans certaines librairies d'anciens, on y va souvent. Oui. Et on trouve des employés différents. Où ça change à l'accueil. Là, c'est toujours ou Bruno ou un des deux garçons qui viennent t'aider. Oui. Alors, un salon, un lieu, donc autrement dit, vos lecteurs, vos clients arrivent chez vous avec des attentes qui ne sont pas simplement des attentes qu'il y a un commerce, si je comprends bien. C'est sûr, parce que en plus, ces lecteurs-là, singuliers, ils sont en quête d'une communauté. Ils sont en quête de complices, ils sont en quête de gens avec qui ils peuvent partager leur passion.
Et la plupart d'entre eux ne trouvent pas autour d'eux, dans leur milieu naturel ou dans leur milieu professionnel, ce genre d'écoute-là, ce genre d'échange-là. Alors forcément, tous les passionnés de livres, c'est une communauté globale, mais les membres sont dispersés. C'est comme si on était une diaspora éparpillée dans la ville. Et quand on réussit à trouver un lieu où on peut retrouver nos semblables, les amoureux de littérature, les amoureux de philosophie, et une oreille complaisante, et aussi quelques conseils aussi, hein. Et puis c'est vrai que tu réponds à la curiosité. Tu réponds à cette demande de curiosité. Curieusement, je dirais, on me demande pas souvent conseil. Ah, je suis très heureux parce que vous êtes reconnu par ailleurs. On y reviendra d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission, la question des bibliothèques personnelles, leur importance. Mais vous êtes reconnu pour avoir une bibliothèque absolument impressionnante, personnelle. Vous êtes un libraire cultivé, c'est le moins qu'on peut se dire. Donc ceux qui viennent vous voir n'ont pas ne vous demandent pas conseil. Mais est-ce que vous vous permettez de leur donner conseil néanmoins? Parfois, quand je subodore... Vous finissez par connaître vos lecteurs. Oui, là. C'est moi je peux en témoigner. Je veux dire, quand j'arrive chez vous, je sais qu'il y a de bonnes chances que des bouquins m'attendent, vous avez deviné que ça me plairait, puis 99% du temps, vous avez raison. L'autre pourcent, c'est que je l'ai déjà. Alors la question, c'est vous devinez vos lecteurs, donc vous vous permettez, vous devinez leur profil. Il y a de véritables habitués chez vous en ce sens-là. C'est sûr que quand je connais certains lecteurs qui fréquentent mon échoppe depuis 20 ans, et puis que je vois ce qui les intéresse, on a échangé là-dessus. Évidemment, il y a des pistes qui s'ouvrent un peu partout, et je suis ravi de leur offrir cette piste-là si je pressens que ça peut répondre à un besoin ou à un désir chez eux. Et là, il y a complicité, parce que on partage aussi un même objet de désir, je dirais, là. Mais vous dites, c'est assez rare que les gens vous demandent conseil en tant que tel. Sous la figure du libraire de référence, en disant, cher monsieur, je m'intéresse à ça, qu'est-ce que vous pourriez... Parce que regardez exemple, les coups de cœur Renaud Bré, hein, pour ne pas les nommer. Ça a été créé à la suite, dans l'esprit de la FNAC, qui avait fait un truc semblable, pour éviter justement que les libraires entrent en contact, que les commis libraires entrent en contact avec la clientèle. Il faut quand même que le business roule. Et aussi pour éviter de donner des conseils un peu inquiétants. On n'ira pas conseiller à quelqu'un de particulièrement dépressif, la lecture de Bukowski, ou quelqu'un qui a besoin d'avoir un coup d'encouragement. On va pas aller lui dire, peut-être on pourrait, si on a de l'humour, on pourrait lui conseiller Sioran. Moi, j'ai tendance à suggérer à tous les déprimés Sioran. Normalement, ils en sortent avec un meilleur état ensuite. Moi aussi, c'est ce que j'aurais tendance à faire. Mais si j'étais le propriétaire d'une grande chaîne de librairie, peut-être je souhaiterais pas apposer l'imprimatur là-dessus. Alors, je vois très bien. Donc, vous me dites, c'est à tout le moins au livre Voyageur, c'est votre Fabienne le constate aussi, c'est une collection de marginaux peut-être qui se retrouvent là, des dissidents dans leur esprit peut-être. Donc chacun arrive probablement avec ses propres préoccupations existentielles. Est-ce que néanmoins, au fil des ans, le libraire d'occasion que vous êtes a découvert que tous ces dissidents-là, ces marginaux-là, ont des désirs communs sur le plan littéraire ou intellectuel? Est-ce qu'ils sont à la recherche? Est-ce qu'ils arrivent tous finalement avec la même demande, même s'ils croient chacun à leur singularité? Non, je dirais pas ça. Par contre, ce que je ressens, c'est que tous sentent le besoin de communiquer leur passion. Ils cherchent quelqu'un qui voudrait en parler d'une manière ou de l'autre. Oui. Mais est-ce qu'il y a des auteurs qui... Parce que, je devine Foucault, on le demande partout, Derrida, on le demande partout. Oui. Mais ces auteurs-là, on vous les demande aussi. Est-ce qu'il y a des auteurs selon votre culture du livre, des auteurs qu'on vous demande à vous parce qu'on sait qu'on pourra pas les trouver ailleurs? Non, dans le cas de Foucault, Derrida, et ça, j'ai pu l'expérimenter pendant 25 ans. Ça fait 25 ans que je vends du Foucault. Dès que j'ai un Foucault, je le vends, et je dirais, sans émettre aucune opinion sur la valeur intellectuelle de ce philosophe, de ce penseur. C'est un peu navrant parce que les œuvres de Foucault, on les trouve partout, incluant chez Renaud Bré. Donc, pour moi, ça a peu d'intérêt, là. Et en plus, après 25 ans de métier, je suis à même de juger que les Foucaldiens, ils vont cesser de l'être tôt ou tard. Ah oui. Alors, c'est comme un passage. C'est le passage par Marx de notre époque. En quelque sorte, ouais. Une sorte de format. Comment on pourrait dire ça? Formatage. De formatage. De formation formatée. Ouais, de formatage. Une fois qu'on est formaté,
on peut être affranchi et passer à autre chose. Mais pour ma part, j'ai pu observer que tous les Foucault que j'ai vendus, là, en 25 ans, j'ai dû en vendre. J'ose pas imaginer le nom, mais j'en ai vendu sans arrêt. C'était des profs qui, eux, étaient passés par là qui me les vendaient. Ah oui, donc autrement dit, c'est chez vous qu'on se débarrassait de ces Foucault. Ouais, il y avait... Et je pressens que dans 20 ans, les Foucaldiens d'aujourd'hui vont revendre à un libraire d'occasion. Mais c'est un peu inquiétant parce que pour moi, j'ai peine à croire qu'on enseigne comme ça pendant 25 ans le même philosophe. Est-ce que vous êtes en position privilégiée pour voir quels sont les ouvrages qui se démonétisent, les ouvrages qui sont en train de perdre, les auteurs qui sont en train de perdre en valeur? Vous êtes le premier à constater d'une certaine manière de qui on se débarrasse dans les librairies, dans les bibliothèques. Là, oui, évidemment, ça va très vite. Dans le cas des ouvrages qui ont eu un grand succès, c'est d'une rapidité foudroyante. 50 nuances de gris, par exemple, au Colisée, il y a des kilomètres là, qui s'étendent. Bon, ça en dit long aussi sur la misère du temps. Oui. Mais est-ce qu'on voit aussi pour des auteurs de fond, quelquefois, on voudrait sentir, je sais pas, si Habermas, par exemple, passait de mode, est-ce que vous seriez le premier à le savoir d'une certaine manière? Oui, puis déjà, Habermas, il bat de l'aile. Il bat de l'aile, Habermas. Quoi, il y a de bonnes nouvelles aussi en ce moment. Oui, Habermas bat de l'aile. D'abord, semble-t-il, il faudrait pouvoir le lire dans la langue d'origine, mais semble-t-il, c'est assez mal écrit. Oui. C'est laborieux. Certaines de ces thèses, la réalité... est plutôt en désaccord. Il y a quand même le principe de réalité qui agit. Foucault, pour l'instant, échappe à ça. Alors, Fabienne, je me tourne vers vous parce que Bruno Lalonde nous explique métier de mainteneur. C'est un très très beau très beau terme pour dire garde vivante de la culture. Ce que l'actualité ne permet pas de garder à la surface, il faut que ça trouve des endroits où se maintenir, où que ça soit disponible. Et c'est la vocation du libraire. De l'autre côté, vous, ça va être dans l'atelier création, c'est la part de création justement. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est la création du neuf. C'est tout le contraire. Vous me corrigerez peut-être, mais c'est tout le contraire de l'idée de maintenir dans ce cas-là. Dans votre cas, c'est l'idée de créer, c'est de l'inédit. Comment conjuguez-vous dans votre esprit cette idée des deux vocations qui se rassemblent dans un même lieu? Je ne sais pas si la création, évidemment, est personnelle, donc, mais c'est complètement intemporel. Donc, on ne peut pas se passer de ce qui s'est fait avant aussi. Hein? Enfin, tout au moins, moi, dans ma façon de travailler, je suis un artiste figuratif, donc je peins des figures et la figure a toujours existé en fait. L'abstraction, c'est quelque chose de récent, de plus intuitif, mais le travail de la figure, c'est un travail complètement intemporel. Donc oui, la création en elle-même, comment la mettre en personnel, de faire un travail personnel, mais je suis pas sûre que c'est très nouveau, c'est pas nouveau du tout. Donc ni votre travail, ni celui de Bruno Lalonde n'est sous le signe de l'actualité. C'est-à-dire, dans son cas, c'est la préservation, dans votre cas, c'est l'intemporel? Oui, c'est quelque chose d'intemporel. L'homme a toujours peint. L'homme s'est toujours exprimé à travers une figuration. Donc, moi, je me sens pas du tout artiste contemporain dans ce qu'on appelle contemporain, mais je suis quand même un artiste d'aujourd'hui parce que pour en finir, je suis là. Mais je fais le même travail que des milliers d'hommes et de femmes ont fait avant moi. Donc c'est quelque chose qui suit son cours. Alors, je suis curieux, il nous reste 3 minutes avant la pause. On reviendra ensuite sur la question des librairies et des bibliothèques personnelles dont vous avez souvent parlé, Bruno Lalonde. Mais une question simple, d'où est venue l'idée donc il y avait cette librairie que nous connaissions tous sur la rue Swell. D'où est venue l'idée de faire non seulement la déplacer, c'est une chose, quelquefois des nécessités bien pratiques, mais faire quelque chose de neuf en pensant tout à la fois de la librairie et l'atelier de création? Oui, alors, c'est l'idée de jamais prendre sa retraite. En fait, Bruno et moi, on travaille bien ensemble, on est bien ensemble, et on a réfléchi à savoir comment être heureux pendant 20 ans. Donc, il fallait absolument qu'on rejoigne nos deux activités, et ça s'est imposé naturellement.
Et vous avez, si je ne me trompe pas, je disais ça parce que évidemment, des lieux de la publicité pour le livre Voyageur, c'est la page Facebook de Bruno Lalonde. Vous annoncez le désir, peut-être était-ce une image, mais de placer un bureau au cœur de votre librairie. Et puis, ça serait live, écriture en marche, quelque chose comme ça. C'est une boutade ou c'est une idée qu'il faut s'ouvrir à toutes les formes culturelles les plus inattendues, les plus mais qui réfèrent à un besoin existentiel? Oui, ben dans mon cas, moi je suis ni technophile ni technophobe. Bien sûr. Bon, je suis techno-neutre, on va dire. Mais par contre, la technologie fait partie de notre vie. Elle est, par bien des aspects, elle est inquiétante, puis par bien des aspects, elle est stimulante aussi. Alors, toutes les formes d'écriture, en fait, moi personnellement, vous voyez, je fais pas partie de ceux qui blâment les réseaux sociaux. Oui. Bon, je sais. Je suis un adepte des réseaux sociaux. Ah oui, je me permets de dire, nous moi je vous blâme de publier toutes vos pensées sur Facebook sans les rassembler dans un livre. Oui, ça sera dit publiquement. Ouais. Parce que vous avez vraiment publié l'équivalent de 2 bouquins de pensées, de maximes, d'aphorismes, de réflexions brillantes sur Facebook. Ben, je le sais. Ceci dit, c'était le seul reproche de cette émission. D'accord. Mais vous êtes un petit peu responsable aussi parce que vous m'avez encouragé à ça. Alors, quand on sait qu'on a des lecteurs avec lesquels on partage des affinités, c'est un bonheur d'écrire aussi, et l'immédiateté aussi de l'écriture qui passe pas par les délais d'impression, les délais, ben évidemment. Dans mon cas, je souhaite que des correcteurs soient à l'œuvre aussi, et même des réviseurs. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il doit y avoir des instances aussi qui viennent valider le travail d'écriture. Mais dans cette écriture-là, vivante, directe, qui représente les réseaux sociaux, pour moi, il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans. Alors, chers amis, nous allons passer à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite pour la deuxième partie de cette émission sur le thème « Le métier de libraire ». Radio VM, au cœur de l'essentiel. Chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées pour la deuxième partie de cette émission consacrée au thème du métier de libraire avec Bruno Lalonde et Fabienne Roch qui viennent tous deux de lancer, créer, fonder l'atelier création librairie le livre Voyageur sur la rue Bélanger, si je me trompe pas, donc dans le quartier Villeray. Donc un lieu que je vous invite naturellement à visiter, ne serait-ce que parce que c'est pour quiconque fréquente depuis un bon moment le livre Voyageur. C'était auparavant sur la rue Swell et auparavant même sur Lacombe, mais on a surtout connu ça sur Swell. C'était un de ces lieux où la culture demeure vivante au Québec et où il est possible de rencontrer autre chose que les figures culturelles consacrées par le système médiatique. On peut rencontrer des œuvres oubliées, des œuvres qui doivent renaître. Quoi qu'il en soit, je vous invite naturellement à y aller. Bruno Lalonde, on le disait avant la pause, vous écrivez souvent sur Facebook et vous avez souvent développé mais pas seulement là, une réflexion sur l'importance des bibliothèques personnelles. Et alors, par définition, on pourrait dire le libraire souhaite que chacun d'entre nous se construise une bibliothèque personnelle. Il croit même que c'est même vital. C'est-à-dire, par définition, si vous vendez des livres, c'est parce que vous croyez qu'on ne doit pas simplement les emprunter, mais les acheter, les avoir pour soi, pouvoir y revenir. Vous savez que les livres, on en a besoin physiquement pour penser quelquefois, même souvent. La question que je vous poserais, c'est tout simplement, pourriez-vous revenir sur cette thèse que vous défendez de l'importance des bibliothèques personnelles? Et si je ne me trompe pas, vous constatez aussi qu'on en a de moins en moins l'habitude. Mais que représente pour vous la bibliothèque personnelle? Comment se construit-on une véritable bibliothèque personnelle? Qu'est-ce que ça représente ce monde-là pour vous? Ouais, ça c'est une vaste question, mais je vais... Ah, bien sûr! C'est une vaste question. Bon, c'est sûr que comme commerçant, je souhaite que les gens achètent des livres. Hein? Ça va de soi. Mais ma réflexion, ce portail-acquéreur de livres témoigne aussi de notre recherche intellectuelle. Et moi, personnellement, évidemment, j'ai une bibliothèque qui est hallucinante. Hein, faut le dire. J'ai 25 000 livres dans ma bibliothèque. Et je l'ai constitué au tout début de la vingtaine, dans ce projet fou-là d'aller chercher les auteurs qui me plaisaient. Je suis d'abord avant tout un lecteur. Faudrait peut-être que je le dise, avant d'être libraire, je suis un lecteur. Oui, bien sûr. Je suis un lecteur qui a dégénéré en libraire.
Oui, je vois très bien. Heureusement pour nous. Et puis, j'ai ma bibliothèque personnelle, comme toutes les choses monstrueuses, elle s'est dédoublée. Elle s'est scindée en deux. Elle est devenue publique. Alors, c'est comme si j'ai une bibliothèque privée où je rentre chez moi, une sorte de bunker personnel, et il y a la librairie qui est une bibliothèque ouverte. Oui, bien sûr. Il y a l'ouvert et le fermé, là, ici. Et c'est par amour des livres que je suis devenu libraire. Et en devenant libraire, j'ai découvert que c'est par amour des gens qui aiment les livres que je suis resté libraire. Parce que c'est ça qui est fascinant. C'est l'aventure de chaque lecteur est singulière. Alors, oui, il y a un courant en ce moment, il y a une opinion qui veut que les livres doivent circuler, que c'est un bien commun. Mais ça, c'est une apalissade. L'oxygène est à tout le monde, mais notre vie à nous, elle n'est qu'à nous. Et la bibliothèque personnelle, c'est un espace à soi. Comme Virginia Woolf a écrit Une chambre à soi, qui était l'expression d'une vitalité féministe, qui était l'expression d'une singularité. Et moi, j'ai même fini par penser qu'une bibliothèque personnelle, c'était aussi une œuvre d'art. Développé? D'abord, c'est beau. Oui, bien sûr. On rentre dans une pièce tapissée de livres, c'est beau. Alors, le bien-être que procure une bibliothèque, il y en a qui vont aller à l'église, il y en a qui vont aller se promener en forêt, il y en a qui vont admirer un bord de mer, il y en a qui vont admirer sa femme. Mais une bibliothèque, c'est aussi une œuvre d'art. Alors, ce refus-là, têtu, qu'on peut observer là, par les temps qui courent, de ne pas se constituer une bibliothèque et qu'on offre, qu'on les fait circuler, ça m'apparaît, il y a une perte là-dedans. Il y a une perte. Et aussi, curieusement, une grande bibliothèque suppose beaucoup d'énergie. Parce que faut payer le local, hein, faut payer le lieu où les livres sont entreposés. Ça suppose un rapport combatif au monde aussi. Alors, qui se constituait et qui se constitue aujourd'hui une grande bibliothèque? Je devine qu'auparavant, c'était la vocation du bon bourgeois que de témoigner. Une marque de son prestige en existence, c'est regarde, j'ai une bibliothèque qui témoigne de mon rapport à la culture. Est-ce que ça demeure une préoccupation de nos classes bourgeoises ou je pose vraiment la question dans ses premiers termes, qui s'en constituait une et qui s'en constitue une aujourd'hui? Bon, j'ai pu acheter au long de ma carrière des bibliothèques outre-montaises de médecins et de notaires. La bibliothèque comme signe d'appartenance sociale de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie, ça a vécu. Ah oui, donc ça c'est... ça, c'est terminé. C'est plus dans notre monde. Non, ça, c'est terminé. Par contre, la très, très, très haute bourgeoisie, américaine ou européenne, eux ont des bibliothèques. Et des bibliothèques fameuses, là. Et certains de ces bibliophiles-là, de pointe, sont également des chercheurs de pointe. Ce n'est pas que des très, 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 très riches qui achètent des objets livres pour la spéculation. Certains d'entre eux sont des experts dans leur domaine qui les intéresse. Ils sont des chercheurs, ils font même des avancées, là. Alors, le bibliophile de pointe n'est pas un inculte, là. Donc, ce n'est plus une obligation sociale de médecins et d'avocats. Pourtant, je devine qu'il y a encore des hommes et des femmes qui veulent se construire une bibliothèque personnelle. Quel est le profil aujourd'hui de voilà, ces gens-là, maintenant, ils proviennent de tous les milieux. Alors, passons de la sociologie à la psychologie. Quel est leur profil singulier? C'est-à-dire, si vous trouvez un point commun entre les gens qui autour de vous, vous les voyez passer, se bâtissent un monde à travers leur librairie. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui les... Ouais, ben, vous dites librairie comme Montaigne. Non, mais c'est un lapsus révélateur, comme Montaigne le faisait, hein. Montaigne, il jouissait dans sa librairie. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il m'arrive que je me moquais pendant longtemps des hommes qui passaient du temps dans leur garage à jouer avec leurs outils. Jusqu'à ce que je comprenne que lorsqu'il m'arrive de temps en temps de décider d'aller reclasser mes livres d'une manière ou de l'autre, c'est comme si je jouais dans mon propre garage avec mes propres outils. Donc, non, il y a un rapport physique à ça, mais j'essaie de comprendre le profil de celui qui aujourd'hui voit dans la construction de sa bibliothèque quelque chose d'important. D'abord, il y a un refus de la rapidité,
Il y a un refus des aspects les plus déplaisants de la modernité. Il y a une mise en retrait. Une bibliothèque, ça peut être un temple, ça peut être une église, ça peut être un lieu de contemplation. Un quartier général aussi. Un quartier général, un lieu où on refait nos forces, un lieu où on fomente, un lieu où on réfléchit, un lieu où on écrit. Mais ça, on peut venir de n'importe quel milieu pour aspirer à ça. Et alors, une question toute simple, celle-là, très particulière. Celui qui, au jeune homme, est-ce qu'il y a un âge où les hommes ou les femmes décident, là, vous remarquez ça chez vos clients, ils décident, bon, mais là, c'est probablement pas une décision rationnelle d'ailleurs, simplement que on aime les livres, puis un jour on se retrouve avec une bibliothèque, mais est-ce qu'il y a pour vous des étapes, là, si vous deviez écrire un petit manuel à l'usage de ceux qui veulent se construire une belle bibliothèque personnelle, qu'est-ce qu'on y retrouverait? Ah ben, ça commence comme ça. Ça commence généralement à la vingtaine. D'abord, c'est une quête intellectuelle, c'est une quête philosophique, une quête existentielle, qui fait que la jeune personne, le jeune chercheur, ressent le besoin de s'entourer de livres pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir développer sa pensée. Normalement, s'il est doté d'un esprit curieux et vif, il s'aperçoit qu'il est plein de lacunes et il veut les combler. Alors les livres se multiplient autour de lui, s'aperçoit que le lieu, la bibliothèque elle-même, est un lieu de recueillement, un lieu propice à l'écriture, à la réflexion. Et il s'aperçoit aussi qu'en multipliant les livres autour de lui, il multiplie les occasions de recueillement. Alors donc, il se retrouve pris dans un processus et ça devient vraiment le désir de bâtir une bibliothèque. Évidemment, quand on est une jeune personne, les moyens peuvent nous faire défaut. Il y a le désir aussi de s'inscrire dans la société, de trouver un emploi, de fonder une famille. Et là, peut-être vers la trentaine, ce désir-là commence un peu à s'atténuer. Ah oui, d'accord. Il commence un peu à ralentir parce que, bon, les obligations qui nous sont faites font de telle sorte que on peut plus être toujours recueilli dans son bunker tapissé de livres. Alors, et là, ça peut durer, peut-être cette période-là de vie active et de vie familiale peut durer 15, 20 ans, mais au début de la cinquantaine, ce qui a été une passion première là, de la vingtaine, peut reconnaître une flambée. Là. Et ceux qui ont réussi à avoir des professions intéressantes ont tout à coup les moyens, ce qu'ils n'avaient pas dans la vingtaine, des moyens et du temps disponible pour s'adonner à leur passion. Alors, je pourrais dire que, outre le fait que la bibliophilie est un art qui s'adresse à toutes les couches sociales, évidemment, pour la bibliophilie de pointe, il faut des moyens. Et à 50 ans, beaucoup ont fait ce qu'il y avait à faire dans la vie sur le plan professionnel. Alors là, ils peuvent se livrer en toute impunité à l'activité bibliophilique. Alors, Fabienne Roch, je vous pose une question là-dessus d'une perspective bien singulière. J'ai évoqué tantôt, Bruno Lalonde a évoqué lui-même sa bibliothèque personnelle absolument stupéfiante, à laquelle quelques articles ont été consacrés, je crois, dans les journaux québécois, des articles de Chantal Guy, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'une bibliothèque comme celle-là peut être écrasante pour qui la regarde, pour qui ne l'a pas construit, pour qui n'y est pas familier? Est-ce que ça peut être quelquefois écrasant, étouffant? Est-ce qu'on a l'impression d'entrer dans un monde inhospitalier pour celui qui ne l'a pas construit? Non, moi je dirais pas ça du tout. Dans notre ancien logement, la bibliothèque était à l'écart, c'est-à-dire Bruno avait choisi de la mettre dans son sous-sol, dans le sous-sol, donc tout le sous-sol était rempli de livres, donc pour y accéder, on y accédait un petit peu comme on rentre dans une église, quoi, hein, on allait dans la bibliothèque. Et là, dans notre nouveau logement, c'est moi qui ai proposé à Bruno de faire un logement en fait bibliothèque, c'est-à-dire qu'on soit avec les livres, parce que justement je trouvais que c'était très esthétique et en plus réconfortant, voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc non, ça me dérange pas du tout. Alors, un ami français me disait une fois, c'est une phrase, ça m'avait à la fois fasciné et heurté, et choqué, et tout ça ensemble. Il me disait, parce qu'on parlait des différentes conceptions possibles de la bibliothèque, puis on sait en France, l'espace est moins d'espace simplement qu'au Québec, qu'en Amérique du Nord plus largement.
Et il me disait, il y a deux manières de construire une bibliothèque. La mienne, la vôtre, qui consiste pour l'essentiel à bâtir ce monde-là, puis avoir, à tout le moins je parle pour moi, beaucoup de difficultés à en retirer quelques éléments que ce soit. C'est-à-dire, on se départit difficilement de ces livres. Et lui qui me disait qu'il voulait fonctionner sur un principe d'une forme d'épuration permanente, c'est-à-dire il ne conserve que les livres essentiels, donc les différentes étapes de sa vie intellectuelle ne sont pas présentes dans sa bibliothèque. Je sais pas s'il y a eu une passion pour le nationalisme irlandais, on va peut-être en trouver un livre, même s'il en aura lu 300. Et donc il me disait, il poussait même ce souci d'épuration jusqu'à dire dans un livre, sauf s'il s'agit d'un classique absolu, je ne m'interdis pas d'arracher les pages importantes et de me délivrer du reste parce que je veux n'avoir que l'essentiel. Alors, lorsqu'il m'a dit ça, moi j'ai presque crié au scandale. Que répondez-vous? L'exemple extrême de ce désir d'épuration, sans mauvais esprit. Sans mauvais esprit d'analogie, je pense à Céline. Céline, lui, sa bibliothèque, auteur sulfureux, s'il en est. Et chez qui le mot épuration a une signification singulière. Voilà, donc, Céline, lui, s'était composé sa bibliothèque personnelle d'un seul livre, composé de feuilles volantes, où il avait arraché, selon lui, les meilleurs passages de Rabelais. Pour lui, l'œuvre de Rabelais tenait dans 2 ou 3 pages. L'œuvre de Talleyrand de Réau en 2 ou 3 pages. Alors, tant et si bien que sa bibliothèque, c'était un livre de feuilles arrachées, de feuilles volantes, de 200 pages. Alors, peut-être que votre ami va se rendre jusque-là, et peut-être qu'à la fin, ça va finir par une seule page. Et puis peut-être même une seule phrase, puis peut-être même un seul mot. Mais donc je devine que c'est une manière de faire que vous êtes étrangère. Néanmoins, je vous pose la question, est-ce qu'il peut vous qui avez cette bibliothèque tout à fait significative, est-ce qu'il peut vous arriver quelquefois d'être accablé par ça, de porter ça à la manière d'un poids extrême, en disant je veux m'en délivrer, j'en ai assez, ou alors question 1, question 2, vous arrive-t-il de dire de ces livres je peux désormais me départir? Est-ce que de temps en temps vous faites du travail d'émondage? Oui, de temps en temps. De temps en temps je le fais. Ouais, mais chaque livre qui rentre est déjà quand même un choix réfléchi là. Alors Je constate, vous n'êtes pas témoin, chers auditeurs, mais je constate que votre épouse doute en ce moment. Non, je sais pas combien, parce qu'il faut quand même que tu dises combien il y a de livres dans ta bibliothèque personnelle. Oui, 25 000. 25 000 livres. Oui. 25 000 livres, moi, avant de les voir, je pouvais pas m'imaginer ce que ça faisait en volume. Oui. En volume. Mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et Bruno, je ne sais pas si je peux dire ça, mais lit tout le temps et lit au lit. Et je vois les piles à côté de son lit, pourtant, bon, on fait le ménage quand même, hein, qui augmentent. Et j'arrive toujours à un moment à me dire, mais mon Dieu, là, dis-moi ce que tu veux garder, ce qui se passe là, parce qu'on ne sait plus trop où les mettre. Et quelle est la réponse? Ils sont rangés, je ne sais où, ils disparaissent. Ils sont englobés par les 25 000, mais les 25 000 augmentent sans cesse, grossissent. Oui, bien sûr, oui. Alors, donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une réflexion. Mais vous posez quelque chose d'essentiel. Là. Vous dites autour du lit, il y a, je sais pas, 20 livres, puis 30, puis 40. Alors, la question que je vous poserais, Bruno Lalonde, c'est, il y a un art de la lecture propre à chaque âge, probablement. Je me souviens, dans la fin 18-19 jusqu'à 25-26 ans, probablement, je lisais comme un boulimique, c'est-à-dire je lisais tout ce qui m'intéressait, évidemment. Je digérais tout. Quelquefois, je me demande, je vois des livres que j'ai lus à cette époque-là, en me disant, mais est-ce que j'ai vraiment compris quelque chose? Et j'étais persuadé d'avoir compris à l'époque, et aujourd'hui, lorsque je m'y penche, j'ai besoin du crayon, parce que ce qui me semblait je pense à la philosophie politique d'Éric Weil, par exemple, un livre qui m'a marqué. J'étais persuadé que c'était une œuvre de génie, je l'étais, mais finalement... C'est pas tant que ça? Non, c'est pas ça que c'est exceptionnel, simplement que c'est beaucoup plus complexe que ce que je croyais. D'accord. Je croyais avoir tout compris. Maintenant, quand je m'y penche, je me dis, tout de même, c'est une lecture hegelienne significative. Alors, je vous pose la question, y a-t-il un art de la lecture propre à chaque âge dans votre propre parcours intellectuel? Bon, je me souviens d'avoir lu
14 ou 15 ans, pour une morale de l'ambiguïté de Simone de Beauvoir, que j'avais scrupuleusement annoté. Bon, cet exemplaire-là, malheureusement, je ne le possède plus. Je serais curieux d'y lire mes annotations. Et le souvenir que j'en ai, c'est rien du tout. Mais je me disais, à l'époque, en tout cas à 14-15 ans, c'était comme une montagne à gravir. Si tu la gravis, si tu ne t'entreprends pas de la gravir, tu sauras jamais à quoi ça ressemble le paysage en haut de la cime. Alors, de scoltiner avec des œuvres qui nous dépassent largement dans certains cas, c'est nécessaire, je pense. Alors, on lit comme ça à 18-19 ans, peut-être on se permet tout. Est-ce qu'avec les années, votre art de la lecture a changé, s'est perfectionné? Est-ce que ça a changé du tout au tout? Disons qu'il y a des procédés que je suis plus aguerri. Là, je me dis, oh là, il y a de l'enfumage. Là, il aurait pu faire ça plus simple. Et puis d'autres fois, il y a une complexité. Je me dis, ça me fait toujours penser à ce fameux mot là de Lacan, hein? Qu'on continue de lire, de lire. Oui, je crois qu'il a quelques fidèles à Montréal et même dans votre librairie. Oui, il y en a quelques-uns. Et fort curieusement, ces gens-là ne regardent que la psychanalyse. Ça a toujours été une source d'étonnement pour moi que les psychanalystes qui fréquentaient ma librairie à Côte-des-Neiges ne regardaient que cette section-là. Ils arrivent, ils ne voient que cette section. Ouais, Rien d'autre n'existe. Vous expliquez ça comment? Un univers auto-référentiel. J'ai beaucoup réfléchi. Ça fait 20 ans que j'ai réfléchi. J'ai deviné que pour pouvoir exercer leur discipline, il fallait se limiter. Ne pas, contrairement à moi, qui se jette dans l'océan livre, qui ne connaît plus l'expérience des limites par la lecture, j'ai pressenti que chez eux, il fallait qu'ils maîtrisent leur sujet. Je dirais même le sujet. Alors, que sans cette limitation-là intellectuelle, tout partirait, là. Et Lacan, donc, quand il faisait lire ses conférences, des conférences improvisées bien souvent, et quand elles étaient retranscrites, et qu'il faisait lire ça à sa garde rapprochée, et qu'il constatait que sa garde rapprochée comprenait ce qu'il disait, ce qui était écrit, il disait, maintenant, obscurcissons. Alors là, et ça, cette part-là, volontaire, d'obscurité ajoutée, là, je suis sensible à ça. Là, je me dis, là, il y a mis trop, là, il y a un clair-obscur de la pensée, là. C'est plaisant parce que, ça peut, l'incompréhensible peut être agréable, le mystérieux, l'indéfinissable, l'intangible. Mais ça dépend un peu, ça peut dépendre de nos humeurs. Des fois, on a envie que les choses soient bien cadrées, que ça tienne sur ses deux pattes, là. Alors, il nous reste à peine 8 minutes et j'aimerais vous amener sur le terrain qui, vous me direz banal, mais pourtant qui me semble essentiel, celui du jeune lecteur. Alors, je suis toujours curieux de voir comment entre dans la vie de l'esprit, dans la vie des idées, un jeune homme, une jeune femme de 16 ans, 17 ans qui rencontre le livre qui lui permettra ensuite d'en lire plusieurs centaines, quelques milliers et ainsi de suite. Ouais. Vous avez chez vous de jeunes lecteurs qui s'initient au monde des idées de la lecture à partir de votre boutique? Oui. Ça, j'ai vu ça dès le début. Ça fait 25 ans que je vois ça. Des jeunes, puis comme on a le projet, Fabienne et moi, de continuer pour au moins les 20 prochaines années, je suis certain que le lecteur naissant du jour, là, va finir dans votre boutique. Oui, dans 15 ans, je vais le voir apparaître. Là. Celui qui naît aujourd'hui, je vais le voir apparaître. Et pour moi, c'est hyper mystérieux, ça. Ça, là-dessus, je saurais pas répondre à cette question-là. Il y en a qui... J'ai vu des gens qui ont grandi, j'ai connu des gens qui ont grandi au milieu de livres, qui ne lisent pas, qui ont acquis la patine, cependant. Et j'en ai vu d'autres qui ont grandi dans un univers où le livre était absent. Mais voilà, en fait, je dirais, celui-là m'intéresse un peu parce que, à la rigueur, quelqu'un qui est élevé dans le monde des livres va savoir vers quoi se diriger assez naturellement. Ouais. Celui qui vient d'un monde où la lecture n'est pas la littérature, la philosophie, l'histoire ne sont pas des habitudes, qui pourtant est attiré par ça. Ouais. Qu'est-ce qui peut l'attirer? Moi, ça m'obsède, cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut, un jeune homme, une jeune femme, là, il sait qu'il veut se plonger là-dedans, mais il sait pas quelle porte d'entrée. Alors, moi, je me demande même, moi, je partage votre obsession, Mathieu, parce que je ne saurais pas répondre à cette question-là. Je le constate depuis 25 ans et je me demande même si c'est pas une des raisons pourquoi je continue.
parce que ce mystère-là ne s'éclaircit jamais. J'ai vu à la librairie des jeunes femmes apprendre le grec ancien et lire Platon dans le texte. Ah, quand même. Oui. Et même après ça, apprendre l'allemand et aller comparer des études d'érudits allemands spécialistes en Platon. Au Québec, là. Et on m'a expliqué que alors, il y a de grands spécialistes de la question des philosophes grecs au Québec. Hein? Dorion, entre autres, qui sont des spécialistes, qui sont des spécialistes reconnus là, mondialement. Ah. Et puis certains d'entre eux viennent pas de milieux hyper intellectuels, là, et ils sont devenus des chercheurs. Et pour ce qui est de la jeune personne qui tout à coup se prend d'intérêt pour la lecture, la poésie, la philo, qu'est-ce qui se passe dans son esprit et comment cet esprit-là naît et comment il se déploie et comment il se construit. Est-ce que le jeune lecteur qui se présente, enfin celui qui deviendra un jeune lecteur ou qui commence à lire, qui arrive dans votre librairie, peut être quelquefois intimidé? En tout cas, je m'arrange pour que non. Mais bon. Est-ce que vous le sentez dans leurs hésitations, tout ça? Je le ressens dans leur émotion. Ah, d'accord. Ouais, parce que découvrir la lecture à 15 ans, parce que c'est un monde inouï, là. C'est une découverte incroyable, puis on a l'impression d'avoir réinventé la vie, hein. Et qu'on trouve tout à coup des passerelles, des lieux, des gens comme moi, là, qui ont un certain âge, et qui persistent dans cette passion-là. Par contre, je les invite à équilibrer les choses. Hein? Je les invite à ne pas rester qu'enfermés dans leurs livres ou à courir les boutiques comme la mienne. Je les invite à avoir des amis. Je les invite à s'impliquer socialement. Je les invite à avoir des amoureuses, des amoureux. Je les invite à être ancrés dans la réalité. Et la lecture doit être une porte ouverte sur quelque chose, mais pas une évasion, là. Pas un monde parallèle, en pas ça. Un monde parallèle. Ou un monde à soi, à part, mais avec la possibilité de revenir dans le monde réel. Est-ce que vous avez, au fil du temps, appelons ça des clients qui vous sont infidèles, mais par cycle? J'entends par là qui viennent régulièrement, qui disparaissent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui reviennent ensuite. Et est-ce que c'est un type de client qui existe dans l'univers de librairie d'occasion? De ce que j'ai pu observer, en tout cas, ce qui se passe chez moi, ils sont extrêmement fidèles. Donc, quand ils arrivent chez vous, ils ont trouvé une maison vers laquelle ils veulent revenir. Oui. Ils sont extrêmement fidèles. Et d'ailleurs, le déménagement a été mal pris par plusieurs d'entre eux, comme une trahison, un abandon. J'ai commis un acte d'infidélité. C'est moi qui étais l'infidèle. Fabienne Roque, je me tourne vers vous. Vous voyez cette communauté de lecteurs qui tourne autour de la librairie. Si vous deviez leur trouver un point commun, au-delà de l'amour de la lecture, est-ce que le terme qui est utilisé en début d'émission, des marginaux, c'est un terme qui vous donne œil extérieur et intérieur tout à la fois. C'est un regard que vous porteriez sur ces gens? Moi, je dirais que c'est des gens qui ont une curiosité intellectuelle qui se renouvelle tout le temps, qui ont besoin de ça, comme une nourriture en fait. Donc des gens à l'affût, des gens curieux, ouais. Est-ce que vous avez trouvé à Montréal ou au Québec un climat qui était favorable à cette curiosité intellectuelle comme ça pouvait l'être en France, ou vous avez l'impression que ici c'est plus limité, disons ça ainsi? J'aime pas trop cette comparaison, c'est différent, disons, hein. Mais c'est vrai que au Québec, on a quand même les mois d'hiver, hein, qu'il faut meubler. Donc la lecture est propice quand même. Nous avons un climat propre à développer un peuple de lecteurs. C'est ça, et je trouve que les intellectuels québécois sont souvent très pointus. Les Français sont peut-être plus dans une moyenne. Au Québec, on a un très grand écart entre les intellectuels et d'autres gens qui vivent dans un monde à part plutôt qu'au cœur de la société, qui n'ont pas envie ou qui ne souhaitent pas rentrer dans ce monde. Voilà. C'est important la formule utilisée par Fabienne Roque, des gens qui ne souhaitent pas entrer dans ce monde, c'est-à-dire la culture ici intimide encore un peu peut-être. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez au fil de votre carrière de libraire, de votre vie de libraire, des gens qui disent que c'est pas pour eux cette affaire-là?
Oui, c'est sûr, mais Si on ne fréquente pas votre boutique, vous me direz, mais quand on vous rencontre comme libraire, est-ce que sentiment que vous appartenez à un monde à part? Moi, non. Moi, j'ai le sentiment d'être en phase avec ma société. J'ai jamais eu le sentiment que mon activité, elle est particulière, mais c'est ma passion qui est particulière. Parce que moi, je suis un homme passionné. Mais ça fait pas de moi un homme différent de ceux qui lisent pas, fondamentalement. Parce que y a des gens qui ont jamais ouvert un livre de leur vie, d'une intelligence prodigieuse. Les lecteurs ne sont pas une aristocratie culturelle dans notre société, pour vous. Non, l'aristocratie, elle se déploie à plein de nouveaux. Des gens qui font bien leur travail, des gens qui respectent leurs paroles, des gens qui sont consciencieux, qui ont le souci des autres. Alors ça, pour moi, c'est la vraie aristocratie. Alors, oui. Ensuite, il peut y avoir des ordures parmi les lecteurs. Évidemment. Oui, ça serait trop facile, autrement. Bien sûr, évidemment. Alors, chers amis, c'était un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Fabienne Roch, Bruno Lalonde, qui venait de lancer, je ne me trompe pas, l'atelier création librairie Le Livre Voyageur. Quelle adresse sur Bélanger? 2319 Bélanger. Je vous invite à fréquenter cette librairie. Allez-y souvent, soyez-y fidèles. Vous y retrouverez véritablement une petite église vouée à la culture et à l'intelligence à Montréal. Chers lecteurs, au plaisir de vous reprendre la semaine prochaine.